de la réussite. Cela n'est pas possible, donc nous nous retrouvons en visio et nous allons faire corps sur les cordées de la réussite de Paris, donc en visio. Donc un plaisir de vous retrouver, même si ce n'est pas sur le modèle voulu. Deuxième point important pour moi, c'est je voulais vous présenter toutes mes félicitations pour cette année, toute l'aide constance que vous avez eue pour poursuivre ce projet dans des conditions, je sais, difficiles. Je sais aussi que les effectifs de départ sont les effectifs presque de la fin de l'année, c'est-à-dire que vous avez été constant. Donc, bravo à vous. Vous êtes fidèle à chaque rendez-vous. Donc, bravo. Vous croyez fermement à ce dispositif et je pense que vous avez raison d'y croire. Nous avons suffisamment d'expérience pour savoir que ce dispositif vous aidera à des beaux parcours post-bac dans l'enseignement supérieur. Et le troisième point, qui est le dernier, mais qui est peut-être à mettre dans le premier rang en ordre de priorité, je voulais particulièrement remercier tous les pilotes dans les établissements, 10 établissements, 10 pilotes, donc qui coordonnent l'action des cordées de la réussite. Je sais que le temps initialement prévu pour ce travail de coordination déborde toujours et c'est beaucoup plus d'investissement que ce qui était prévu au début. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous pouvez consacrer à ce projet. Je souhaite aussi remercier aussi les professeurs présents qui ont redoublé d'efforts cette année pour garder la motivation avec leurs élèves. Donc, merci à vous. Et enfin, merci aux coordinateurs, services civiques pour avoir tenu le cap durant toute cette année. Merci Christine et merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nos jeunes inscrits au cordées durant cette année. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et je laisse maintenant la parole à nos partenaires de l'UNESCO. Merci à vous. Bon après-midi. Merci à vous. Alors, je vais lancer le partage d'écran pour que vous ayez accès à... Alors, attendez. À notre PowerPoint qui se trouve ici. Donc, dites-moi, faites-moi signe si vous voyez l'écran. Je ne sais pas si... Ça charge, on va voir. Ok. Ouais, là, on voit, là. C'est bon. Super. Vous voyez le PowerPoint très bien. En écran. Ok. Ouais. Très bien. Alors, merci beaucoup à Madame Amestoy qui nous a appelés il y a maintenant 2 mois pour faire ce projet-là. Donc, on a été très intéressés depuis le début parce que justement, le sujet du sport comme vecteur de culture est un sujet qui est défendu par l'UNESCO. Voilà, donc ça a été avec un très grand plaisir et merci encore d'avoir été patient avec les problèmes techniques. Le distanciel ne facilite pas les choses. Alors, donc on peut commencer. Donc déjà, pour poser vos questions, ce sera à la fin de la présentation. Vous pouvez soit le faire par écrit, soit directement en activant vos micros, donc à l'oral. Pendant tout le reste de la présentation, on vous demande s'il vous plaît de désactiver le micro parce que comme ça, ça évite les bruits ambiants et que ça nous coupe la parole. Et donc, merci à Madame Gourdon aussi pour votre mot d'introduction. Donc, voilà. Donc, premièrement, qui sommes-nous ? Alors, nous sommes une association étudiante qui appartient à Paris 1, donc la Sorbonne, l'Université de la Sorbonne. Donc, on est l'antenne UNESCO. Et la SONU, déjà le nom, c'est la Sorbonne pour les Nations Unies, est composée de plusieurs pôles et antennes. Donc, on a par exemple l'antenne UNICEF, l'antenne Human Rights, UN Environnement, UN Women et les pôles simulation, sécurité et défense internationale et débat. Donc voilà, on a tous une vocation différente. Donc dans notre cas, on est l'antenne UNESCO, on sensibilise sur les 3 valeurs que défend l'UNESCO, qui sont l'éducation,
la culture et les sciences. On est une équipe de 25 étudiants, on a tous des parcours différents. Moi, par exemple, je suis en développement et aménagement touristique des territoires et ma co-responsable, donc Sana, est en histoire de l'art. Donc voilà, on a tous des parcours différents et des convictions différentes et on monte plusieurs projets, conférences, vidéos, podcasts depuis septembre maintenant, donc tout au cours de l'année. Alors voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'était l'équipe au premier semestre. On change d'équipe chaque semestre, à part s'il y en a qui veulent faire toute l'année. Mais sinon, c'est un engagement par semestre, donc par semestre universitaire. Alors, donc je ne sais pas si vous avez vu, on vous a fait passer le mot sur notre page Instagram. On a lancé un quiz avec des questions donc, sur le sport comme vecteur de culture. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez y retourner. Donc, vous avez ici l'identifiant. Moi, je l'ai vu. Ok, bah super. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, prenez 2 minutes pour y répondre. C'est assez rapide. On a mis avec les sondages et tout. Vous pouvez répondre direct. Et voilà, donc on peut laisser 1 minute. De toute façon, on a retranscrit toutes les questions ici. Et oui, comme le dit ma collègue, donc écrivez vos questions dans le chat si vous en avez, comme ça on les dira à la fin de l'événement. Donc s'il y en a qui... Désolée. Ok. Mais madame, il ne Oui. devait pas y avoir madame Mureba. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Non, mais en fait, on a eu un souci technique, c'est que ça a atteint la jauge de personnes. Parce que ma prof, madame Mureba, on a Je deux suis directrices, là. elle a envoyé... Ah, Je bonjour vous madame. écoute, je vous entends. Je suis là. Écoutez la Ah non, non. conférence. On en Ah d'accord, non, reparlera parce qu'en après. fait, les gens de la classe, ils ne comprenaient pas parce que vu qu'on est beaucoup sur de Zoom, bah, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se connecter. Et bah du coup, voilà. On en parlera tout à l'heure. D'accord, madame. Merci. Normalement, vous pouvez suivre la conf sur Facebook. Elle est en live aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez dire ça à vos camarades, parce qu'en fait, on a une jauge de 100 personnes. Je ne sais pas pourquoi sur le Zoom, donc on n'arrive pas à accueillir plus de monde. Ok. Bah alors, donc voilà, on peut commencer avec les questions-réponses qu'on avait lancées sur le quiz. Donc déjà, est-ce que vous aviez déjà des idées sur l'importance du sport et aussi comment l'UNESCO le défend? Je ne sais pas si vous étiez déjà au courant, mais en tout cas, le sport, donc pour l'UNESCO, c'est quelque chose de très important. C'est défendu par des chartes. Il y a des journées internationales qui le célèbrent. Et en général, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il y a des productions, des articles, des vidéos qui sont faites par l'UNESCO pour montrer l'importance du sport. Donc voilà, la première question du quiz, par exemple, c'était quels Jeux olympiques ont été annulés dû au Covid cette année? Donc c'était ceux de Tokyo qui ont été reportés en juillet 2021, mais on ne sait pas encore comment ce sera cette année. On espère que ce sera possible de les faire. Voilà. En tout cas, les organisateurs, eux, veulent faire des JO sans spectateurs pour éviter la propagation du virus. Donc, la langue officielle des Jeux olympiques, je ne sais pas si vous saviez déjà ça, mais c'est le français. En effet, la charte olympique, dans son article 17, fait de la langue française la langue officielle des Jeux olympiques. Donc, en mémoire notamment de son fondateur, Pierre de Coubertin, qui a relancé les Jeux au XXe siècle, donc après en reprenant un peu le modèle des Jeux olympiques de la Grèce antique. Donc, des épreuves comme ça, avec des compétitions entre des
des équipes de différentes origines pour gagner des prix. Donc voilà, justement, les premiers Jeux olympiques donc modernes, repris par Pierre de Coubertin, ont été réalisés à Athènes, justement pour faire honneur au pays où les Jeux olympiques antiques sont nés. Donc en 1956, les Jeux olympiques étaient censés se sont passés en Australie, donc à Melbourne, c'est une ville en Australie. Mais comme l'Australie a des politiques de restriction importantes sur la préservation de ces animaux, pour ne pas mélanger des animaux venus d'autres continents, ils ont interdit les épreuves d'équitation et donc les ont fait en Suède, donc sur un tout autre continent, pour éviter qu'il y ait un problème sur l'écosystème australien. Donc le sport est reconnu par l'UNESCO, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport qui a été créée en 1978 par l'UNESCO, et la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix qui est célébrée chaque année depuis 2013. Donc il y avait une question sur le deuxième nom de la boxe française qui s'appelle donc la savate, qui est apparue au XIXe siècle dans la tradition de l'escrime française. Et on voulait utiliser cet exemple-là parce que ça montre comment des sports qui peuvent ou peuvent ne pas être similaires créent ensuite d'autres sports qui regroupent un mélange de ces sports-là. Donc, le premier marathon olympique féminin a été autorisé à partir de 1984 à Los Angeles. Et il a été remporté par l'Américaine Joanne Benoît en 2h, 24 minutes et 52 secondes. Donc, si vous ne le savez pas, avant cette année-là, 1984, les femmes ne pouvaient pas courir officiellement. En effet, il y avait des femmes qui avaient essayé de participer à des courses, mais elles avaient été arrêtées en pleine course par des hommes qui étaient contre ça. Donc, je regarde aussi en même temps le chat. Alors, vrai ou faux, la pratique du sport est un droit de l'homme, donc c'est vrai. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est affirmée dans la charte olympique. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans être discriminé, et tout en gardant l'esprit olympique, donc qui implique la compréhension mutuelle, Je suis mute là? d'amitié, de Je solidarité. suis mute là? Vous m'entendez là? Je vais vous demander de désactiver le micro, s'il vous plaît. Donc, il existe un festival antiraciste qui se passe en Italie pour soutenir justement le fait que le sport doit être inclusif et non exclusif. Donc, les personnes de tout âge, que ce soit une femme ou un homme, qu'elle soit handicapée ou non, a le droit de faire du sport sans être discriminée. Et est-ce que tous les sports sont accessibles à tous les jeunes sur un pied d'égalité dans le monde? Malheureusement, non. Donc, il y a beaucoup de discrimination, que ce soit lié à la pauvreté, aux handicaps, au sexe d'une personne. On sait que, par exemple, en Afrique, dans beaucoup d'écoles, les filles n'ont pas du tout le droit de faire du sport parce que c'est toujours vu comme une activité masculine. Et pas seulement en Afrique, dans d'autres continents aussi. Et justement, l'UNESCO lutte pour permettre un bon accès à tous les étudiants et élèves. Donc, par exemple, avec les Jeux paralympiques qui ont été lancés en 1960 et qui se sont déroulés à Rome, en Italie. Donc voilà, c'était donc les questions-réponses au quiz. On va maintenant vous montrer une vidéo sur des pratiques de sport insolites qui se passent dans le monde et aussi les enjeux de l'UNESCO de protéger certaines pratiques de sport qui sont traditionnelles et propres à certains pays.
Ok. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est les ODD? Ça a été mentionné vers la fin de la vidéo. Alors, les ODD, c'est quelque chose qui a été lancé donc, par les Nations Unies et ça signifie les objectifs de développement durable. Donc, pour les Nations Unies, il y en a 17 qui servent à sauver le monde et qui luttent contre plusieurs défis mondiaux qui sont donc la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la prospérité, et sont pour la prospérité, la paix et la justice. Donc le but de ces ODD, c'est d'avoir atteint d'ici 2030 idéalement la majorité, enfin tous les objectifs, mais en tout cas la majorité des objectifs est d'avoir réduit la pollution, les inégalités entre les sociétés, entre les sexes, avoir contribué à polluer moins pour moins dégrader l'environnement. Donc voilà, ici vous avez un visuel avec les 17 objectifs de développement durable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pas de pauvreté, une bonne éducation, etc. Donc le sport... Attends, du coup, pour répondre aux questions dans le chat, Ah oui, merci. prospérité, c'est une définition qui peut forcément prêter à débat, mais donc ce que tu viens de montrer, là, c'est la définition, c'est les objectifs qu'ils ont fixés. En fait, les objectifs qu'ils ont fixés correspondent à la définition des Nations Unies de la prospérité. Du coup, tu peux remettre juste la diapo d'après, s'il te plaît? Yes. Donc, on peut supposer que pour eux, la prospérité, c'est donc pas de pauvreté, pas de faim, une bonne santé, une bonne éducation, etc. Et dans quelle optique justement, c'est pour éliminer, essayer de, en tout cas, réduire à un maximum ce qu'ils appellent la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire la pauvreté pas seulement sur le plan de l'argent, mais aussi la pauvreté sur le plan de l'accès à l'éducation. Enfin, c'est un peu ce que tu étais en train de dire, mais c'est juste pour répondre aux questions dans le chat. Claire. Alors, dans le cas du sport, le sport touche sur ces 17 objectifs le numéro 3, le 4, le 5 et on en a encore 2, le 10 et le 16. Donc voilà, ça répond à ça. Donc pour l'UNESCO, le sport sert d'outil pour le progrès lié aux droits de l'homme. Il fait le développement économique et social. Il lutte contre les stéréotypes. C'est un moyen d'inclure chacun et il lutte pour renforcer les bases de la paix pour des sociétés saines. Donc, parce que, comme on le sait, le sport a plusieurs bienfaits et l'UNESCO défend cela. Alors, on a aussi une petite vidéo donc, qui a été faite, elle, directement par l'UNESCO, qui montre justement les valeurs par le sport. Donc, c'est sous-titré en français. Les mots sont écrits en anglais, mais vous avez en bas les sous-titres français. Donc...
l'accordéon. Donc maintenant, on va un peu vous présenter comment est-ce que le sport, c'est un vecteur de la culture et à quel point finalement on a peut-être un peu des préjugés sur le sport ou même sur les sportifs, mais finalement on se rend compte que le sport c'est vraiment un objet d'histoire, d'actualité aussi, et que ça peut vraiment revêtre de la politique parce que les sportifs peuvent avoir des voix politiques aussi, comme nous allons vous le présenter. Donc maintenant, nous allons voir une vidéo d'un professeur qui est spécialiste de l'histoire du sport. Donc, je vais vous partager ça. Il y a beaucoup d'exemples qui permettent de montrer que le sport, depuis le milieu du 19e siècle, est devenu une composante fondamentale des sociétés contemporaines, que ce soit dans la politique, dans la culture. Alors pourquoi ? Parce que c'est le fondement d'une culture de masse qui est puissante et qui a investi les imaginaires sociaux. C'est-à-dire que tout le monde a en tête une image sportive sur laquelle il projette quelque chose qui a à voir avec le sport, mais qui aussi peut être le symbole d'autres phénomènes sociaux. Donc c'est par exemple pour la politique le fait que, par exemple, le régime nazi a essayé d'instrumentaliser les Jeux olympiques organisés en 1936 à Berlin pour en faire la démonstration de la puissance du régime et de la validité de ces thèses racistes et l'image qui restera pour la postérité, donc qui dès le moment même a été vécu comme un événement important, ça a été les multiples victoires de Jesse Owens, donc un athlète noir à la course au saut en longueur, bat le corps. Ah ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Du concours olympique, et qui sont la démonstration évidente de l'inanité des thèses de la supériorité de la race aryenne. Donc, ce qui est important là, c'est que à la fois le régime nazi se sert du sport pour affirmer une position politique et sociale, enfin, sa vision du monde, et ça se retourne contre lui, puisque les opposants au régime nazi mettent en avant l'exploit qu'a réalisé Jesse Owens. Et donc, on trouvera tout au long du XXe siècle, il y a ces exemples où des forces politiques ou des mouvements politiques s'affrontent à travers le sport. Généralement, c'est dans le cadre des Jeux olympiques. Et les victoires, les défaites, les boycotts aux Jeux olympiques deviennent très importants. L'Union soviétique et le camp communiste essayent de montrer sa supériorité par le fait qu'elle gagne plus de médailles que les pays capitalistes. Et ils y arrivent. C'est aussi, par exemple, un moment important dans la lutte contre l'apartheid. En 1976, aux Jeux olympiques de Montréal, les pays africains ne participent pas parce que le Canada soutiendrait le régime
d'apartheid en Afrique du Sud, mais parce que sont admis à participer aux Jeux Olympiques de Montréal des pays qui, par ailleurs, entretiennent des relations sportives avec l'Afrique du Sud, donc notamment les Néo-Zélandais, avec les rugbymen, qui continuent à faire des tournées en Afrique du Sud. Et donc, les pays africains exigent que tout le monde boycotte l'Afrique du Sud. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, les pays africains ne participeront pas, comme si de rien n'était, à des compétitions sportives où les autres sont là. Enfin, comme toujours, il y a la politique, mais il y a aussi la culture de masse au sens large. Là, on sort des Jeux Olympiques proprement dit, mais par exemple, un des grands sports populaires du monde, c'est la boxe. Et par exemple, pour l'affirmation de ce point de vue-là, hein, le match du championnat du monde de boxe des poids lourds à Kinshasa, au Zaïre, qui oppose Mohamed Ali à un de ses opposants américains est très important et que ça a lieu en Afrique. Et donc, c'est un motif de fierté pour les Africains qui ont accédé à l'indépendance depuis en gros une décennie. Et c'est important pour les Noirs des États-Unis qui veulent manifester par là que leur opposition à la ségrégation, aux pratiques de ségrégation et au racisme dans la société états-unienne. Dans le même genre d'idée, aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, vous avez les Tony Smith et John Carlos, qui sont respectivement premier et troisième du 400 mètres, qui sur le podium lèvent le poing, un point ganté. Et dans le monde entier, ce sont des images qui viennent des images iconiques. Plus généralement après, hein, dans le sport, par exemple les Coupes du monde de football, les pays qui gagnent interprètent ces victoires. Enfin, ce qui se dit dans ces victoires dépasse le simple enjeu sportif. Il y a toujours un discours qui est développé à partir de ces victoires, qui s'inscrit on dit quelque chose de la société qui a gagné. Que ce soit l'Allemagne en 1954, donc qui se réinsère dans le camp des vainqueurs après la Seconde Guerre mondiale, le Brésil dans les années 60, à la fin des années 50, au début des années 60, ou même la France en 1998, qui voilà le succès d'une société où les différentes origines immigrées se mêlent de manière harmonieuse à l'intérieur de l'équipe. La rencontre sportive implique l'idée de paix. De ce point de vue-là, le sport est une des pratiques pacifistes, au sens où elle n'est possible que en temps de paix et en tout cas en état de non-belligérance. Alors, ce qui n'empêche pas, on l'a vu au moment de la guerre froide, au contraire, il y a de très grandes tensions dans ces moments-là. Mais justement, la guerre froide, elle reste froide. C'est jamais une guerre directe. Ensuite, il y a cette idée de l'amitié entre les peuples, qui a été développée par les soviétiques à partir de 1952. L'idée, alors qui est très attachée au sport amateur, l'idée que le sport est désintéressé, que c'est une pratique qui est saine, et que les rencontres internationales permettent de mieux connaître les autres sociétés, les autres civilisations, et qu'il y a, malgré les différences culturelles, différences économiques, qu'il y a des terrains communs qui permettent de se rencontrer, de se comprendre et de s'apprécier. Donc, de ce point de vue-là, le sport est une part de l'humanité. Et il y a peu dans le moment de culture qui, dans le monde, peuvent rassembler. Le sport est devenu universel. Donc, c'est une culture qui a réussi de ce point de vue-là. Et donc, elle incarne cette possibilité de dialogue, de rencontre et de compréhension entre des sociétés dont les cultures restent différentes ou qui ont des niveaux de développement très forts. Donc, ça reste un idéal. C'est que, là, quand on voit les tableaux des médailles aux Jeux Olympiques, c'est généralement les pays riches qui s'en sortent. Mais il y a l'idée, par exemple, dans l'idéal olympique, que tout pays peut y participer et qu'il faut laisser la place à tous les pays. C'est un moyen et une pratique qui permet de s'ouvrir à l'autre, généralement. Alors, la vidéo qu'on vient de voir, c'était donc d'un prof qui est spécialisé à la Sorbonne sur justement le thème du sport comme vecteur de la culture.
Je laisse ma collègue prendre le relais. Cléa, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, mais Ok, c'est pas super, moi qui merci. peux passer le diaporama par contre. Et moi, c'est la page d'après. Donc voilà, comme je le disais, donc on vient d'écouter donc Fabien Archambault, qui est spécialiste de l'histoire du sport, et donc qui nous a parlé sur le sport dans la culture de masse et le sport comme objet d'histoire. Donc maintenant, on va parler un peu de ce qu'on peut considérer comme l'histoire plus proche de nous, donc ce qui se passe maintenant. Et on va parler de deux sportives. La première, vous la connaissez peut-être, c'est Laura Flessel. Et vous la connaissez peut-être parce qu'elle a été ministre il n'y a pas très très longtemps, de mai 2017 à mai 2018 au gouvernement français. Mais avant cela, bien sûr, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a été une sportive de haut niveau dans la discipline de l'escrime. Donc Laura Flessel, elle est gauchère, elle est spécialiste de l'épée et elle a remporté 2 titres olympiques et pas moins de 6 titres en championnat du monde. Elle est donc l'escrimeuse française la plus décorée de l'histoire. Et c'est pas peu dire parce que l'escrime est une des disciplines sportives qui rapporte le plus de médailles généralement aux Français. Donc son impact dans le sport français a été consacré lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2012 à Londres. Peut-être que vous vous en souvenez pas parce que ça commence à dater. Mais lors de cette cérémonie d'ouverture, elle a été le porte-drapeau de la délégation française. Et généralement, le rôle de porte-drapeau est donné à un sportif de la nation, que ce soit français, espagnol, ce que vous voulez, pour généralement mettre en valeur sa carrière et sa grande carrière. Par exemple, Usain Bolt a été, il me semble, à Rio, porte-drapeau pour la Jamaïque. Et Usain Bolt est quand même l'homme le plus rapide du monde. Donc Laura Flessel, elle fait partie de plusieurs associations. Elle est notamment ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Donc l'organisation dont on vous parle depuis le début de cette présentation. Et donc dans cette organisation, elle promeut la tolérance dans les sports. Elle a aussi été à plusieurs reprises commentatrice pour France Télévisions, notamment lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Sa voix prend réellement une tournure politique quand, entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2017, elle se joint à d'autres sportifs et elle signe un appel pour voter pour Emmanuel Macron, pour, je cite, « que le sport demeure un espace de liberté, d'égalité et de fraternité ». Après sa victoire, donc, et après cette citation, elle a été, comme je vous l'ai dit, nommée ministre des Sports. Cependant, en 2018, elle démissionne, mais elle est quand même remplacée par une autre sportive qui est Roxana Maracineanu et qui, elle, avait une carrière de nageuse. Voilà. Une autre sportive inspirante, plus jeune cette fois-ci parce qu'elle n'a que 23 ans, c'est Yousra Mardini. Elle est aussi ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Donc Yousra est née à Damas, en Syrie, et elle est aujourd'hui réfugiée en Allemagne depuis 2015. Pour arriver en Allemagne, et comme beaucoup de migrants, elle a emprunté la voie maritime dans des conditions chaotiques sur une embarcation de fortune, et embarcation qui, fort heureusement, n'a pas coulé, mais en revanche est tombée en panne en plein milieu de la nuit, en plein milieu de nulle part, en plein milieu de la mer. Et donc Yousra, qui était accompagnée de sa sœur, était, tout comme sa sœur, une très bonne nageuse,
mais surtout, les deux jeunes filles étaient toutes les deux les deux seules personnes à bord à savoir nager. Donc, quand l'embarcation est tombée en panne, elles se sont mises à l'eau pour pousser et tirer le bateau juste à la force de leurs bras et de leur nage pendant pas moins de 3 heures jusqu'à finalement arriver à la rive. Une fois arrivés en Allemagne, Yusra et sa sœur ont demandé l'asile politique et Yusra a pu continuer à s'entraîner à la natation avec une telle détermination qu'elle est parvenue à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio sur l'épreuve du 200 mètres nage libre. Elle a fait partie de l'équipe des réfugiés qui avait été constituée pour la première fois donc en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio et qui donc concourait sous le drapeau olympique et qui rassemblait dans plusieurs disciplines sportives des réfugiés dans plusieurs pays et venant de plusieurs pays. Et donc pour ces premiers Jeux olympiques auxquels elle participait, elle est même parvenue à remporter sa série, donc la première course qu'elle a faite. Aujourd'hui, elle continue de s'entraîner sans perdre de vue l'objectif des Jeux olympiques de Tokyo cet été. Et donc, on ne sait pas encore si elle est qualifiée. Elle a dit sur Instagram qu'elle y travaillait, mais que les qualifications n'étaient pas encore tombées. Donc, si vous voulez savoir si elle est qualifiée, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Et une autre participation politique de sa part est toujours dans les Nations Unies, c'est qu'elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté aussi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2017, ce qui fait d'elle la plus jeune ambassadrice de l'Organisation des Nations Unies. Finalement, Yusra Mardini a écrit un livre paru en 2019 où elle relate tout son parcours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter, le lire. Et son livre s'appelle Butterfly. Donc, maintenant, nous allons vous parler du sport en tant que vecteur de paix et de cohésion. À travers quelques exemples. Donc, le sport permet la cohésion entre différentes communautés, mais il permet aussi de lutter contre le racisme. Donc là, nous pouvons voir ça avec l'exemple de la victoire de la France en Coupe du Monde de football en 1998. Donc, on définissait alors avec fierté l'équipe de France comme Black, Blanc, Beurre. C'est une formulation qui existait avant et qui a existé après et qui peut être parfois soumise à débat, mais au moment de la Coupe du Monde de 98, c'était vraiment connoté de façon très positive. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer la vidéo avec Jamel Debbouze qui disait que c'était un peu un moment incroyable d'antiracisme et en fait d'amour de tout le monde en France. Donc, si sur le long terme, on ne peut pas affirmer que le racisme en France ait baissé significativement grâce à cela, il n'empêche qu'un moment de cohésion et de paix nationale a eu lieu et qui est très intéressant pour la lutte contre le racisme. Et ce moment a été permis par le sport et par la Coupe du Monde de football. Le sport, de plus, permet de donner une chance d'émancipation à des jeunes issus de milieux en difficulté, puisque c'est le travail et le talent qui vont entrer en compte dans la réussite et rarement, à part pour certains sports, la richesse. Les Jeux olympiques sont quant à eux le symbole universel du sport pour la paix et la cohésion. Si par exemple, le village olympique permet la vie en communauté entre différentes nationalités, qui d'ailleurs, pour anecdote, sera au nord de Paris pour les Jeux de Paris 2024 à Aubervilliers. Donc, ce village olympique où résident tous les sportifs en même temps pendant les Jeux olympiques permet déjà une cohésion entre nations et communautés. C'est dans l'ADN, l'essence même des Jeux olympiques que réside la paix, puisque dès leurs origines,
ça vient de l'origine des Jeux olympiques dans l'Antiquité. On parlait alors de trêve olympique. Cette trêve olympique, elle a été instaurée avec le début des Jeux olympiques en 776 avant Jésus-Christ pour remédier aux incessants conflits qu'il y avait tout le temps. Donc on s'est dit que tous les 4 ans, on allait organiser une compétition sportive pacifique pour remplacer les conflits armés qui avaient lieu tout le temps. Ces jeux pacifiques, ils ont eu lieu à Olympie. Vous comprenez vite que c'est les futurs Jeux olympiques. Pour ces jeux, on instaure une trêve, donc un arrêt de tous les conflits 7 jours avant les jeux. Et la trêve s'achève 7 jours après les Jeux, afin de permettre aux athlètes et à leurs familles de voyager en toute sécurité. Dans les années 1990, le Comité international olympique, ou CIO, veut faire revivre la trêve olympique et pour cela, le comité lance un appel planétaire à la paix pendant cette période. Ainsi, grâce à l'aide de l'Organisation des Nations Unies, le CIO, donc Comité international olympique, comme on a dit, réussit à faire mettre en place une trêve olympique lors des Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer, en Norvège. Et c'est donc la première trêve olympique de l'histoire moderne. Et suite à ça, depuis, il y a beaucoup d'appels à perpétrer une nouvelle trêve olympique à chaque Olympiade, que ce soit d'hiver ou d'été. Et donc, voilà, c'est bon pour moi. Ok, maintenant je vais vous parler de la trêve hivernale de 1914. Donc en 1914, sur le front de la Grande Guerre, donc 14-18, des soldats anglais et allemands, ennemis alors, ont cessé le feu et ont fraternisé le temps des fêtes de Noël. Donc le matin de Noël, des centaines d'hommes se sont retrouvés sur le No Man's Land et ils se sont serrés la main, échangé des cigarettes, du tabac et du chocolat. L'un des épisodes les plus emblématiques de cette trêve fut la tenue d'une partie de football en pleine zone de combat entre Britanniques et Allemands. Les Allemands ont gagné 3-2. En 2014, l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, a même érigé un monument à Ploegsteert en souvenir de cette rencontre de la paix. Donc maintenant, je vais laisser ma collègue se charger de vous lire un texte sur des athlètes qui ont été interviewés. Oui, donc on a pu interviewer des athlètes de haut niveau, donc Mathis Lebel, Martin Pache, Ruello, Joseph Théron et Théo Olivier. Donc ces 4 sportifs nous ont donné des conseils que nous allons vous partager. Ils vivent tous aujourd'hui de leur passion commune, qui est le rugby. Pour ce faire, ils ont chacun traversé des moments de doute et des difficultés importantes avant d'en arriver où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un sportif de haut niveau. Donc je vous propose de suite de regarder cette première interview. Je ne sais pas si... Normalement, elle est sur la diapo suivante. Oui, juste après. Il n'y a pas de son. D'accord, alors est-ce que tu peux te Désolée. présenter en quelques mots Je la remets. Je suis rugby au Stade Toulousain. Ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe professionnelle et cette année, c'est un peu l'année où tout s'est débouché pour moi, où j'ai beaucoup de temps de jeu et tout ça. Et à l'heure actuelle, j'ai la chance d'être meilleur marqueur du championnat. J'espère que ça va continuer. Et après, je suis passé par, pour en arriver là, je suis passé par, on va dire, par toutes les filières d'équipe de France jeune, donc en 2016. Et voilà, je suis passé en gros par un chemin, on va dire, classique, mais qui a été très long. Ah ouais, alors, du coup, justement, en parlant de ce chemin, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé le rugby, à quel moment tu t'es dit que ça pouvait être sérieux pour toi, si tes parents t'ont de suite soutenu ou s'il y a eu des doutes
toutes ces choses-là. Ouais. Ben, j'ai commencé le rugby, moi, à 4 ans et demi à Lombès à matin, c'est un petit club dans le Gers. Et j'ai commencé parce que mon père faisait du rugby, donc j'étais tout un peu baigné là-dedans. Il jouait à l'époque, c'était professionnel et c'était à Auch. D'accord. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'avais la chance d'aller le voir à la fin des matchs, rentrer avec dans le vestiaire et tout ça. Donc j'ai grandi toujours avec un ballon dans les mains, quoi, et toujours dans cette atmosphère du rugby. Après, en minime deuxième année, donc j'avais 12 ans et demi, j'ai été recruté par le Stade Toulousain. Donc au final, maintenant, il recule, je me rends compte que c'était quand même c'était très tôt. Et après, de là, après, on a commencé à jouer pour l'équipe. C'était les jeunes, on était jeunes. Et après, j'ai eu la chance de rentrer au Pôle Espoir, après avoir fait les sélections Haute-Garonne, Midi-Pyrénées et tout ça. Donc, je suis rentré au Pôle Espoir et après de là, j'ai eu mon premier contrat au centre de formation au Stade, vers 16 ans et demi. Et donc là, ça commence à devenir sérieux, mais bon, c'était pas non plus encore. Il y en a beaucoup qui rentrent en centre de formation, mais qui n'en sortent pas après. Et après, je dirais que le rugby commence à devenir vraiment sérieux à partir de moins de 18, moins de 19, où on commence à faire des sélections qui commencent à être diffusées, tout ça, où on peut voir déjà quelques joueurs éclore. Et après, voilà, après ça n'a pas été tout le temps facile parce que mes parents, ma mère qui connaissait le monde du rugby vis-à-vis de mon père, elle savait que ça pouvait être bien comme très mal. Donc elle m'a focalisé sur les cours, on va dire. Donc jusqu'à que j'ai le bac, j'espérais faire du rugby, mais bon, je pensais quand même beaucoup aux cours vis-à-vis de de ma mère surtout. Et après, une fois que j'ai eu le bac, déjà j'étais soulagé d'un poids. Et après, l'année d'après, je crois que je commence à faire mes premiers matchs en pro. Et là, après, on sait que c'est lancé, quoi, et que si on ne fait pas le con, normalement, on a des chances de s'en sortir. Ouais. Donc du coup, justement, tu disais que tu as eu des sélections assez importantes. Tu peux revenir un petit peu rapidement sur ces sélections, sur les titres que vous avez remportés, etc. Ouais, mais donc j'ai eu la chance de faire un peu de rugby à 7, donc à moins de 18, moins de 19. On finit une Coupe d'Europe de rugby à 7 où on finit deuxième. Après, en suivant ça, j'enchaîne avec un tournoi à Dubaï, avec l'équipe de France jeune à 7. D'ailleurs, je te coupe, il y avait Martin à ce tournoi. Non, lui, il était fait. Moi, j'étais avec l'équipe de France, lui, il était avec une autre sélection. Ah, d'accord, ok. Et donc voilà. Après, et après, bon, il y avait un tournoi qui était important. C'était en moins de 19. C'était une tournée en Afrique du Sud. Ouais. Et où là, ça s'était plutôt très bien placé pour moi. Donc l'année d'après, j'étais surplacé à moins de 20. Et là, on gagne la coupe, on gagne une destination moins de 20 et on gagne la Coupe du Monde moins de 20. Et donc l'année d'après, comme j'étais rééligible, je refais moins de 20 et on gagne une Coupe du Monde en Argentine avec les moins de 20. Et cette même année, j'avais fait pas loin d'une dizaine de matchs avec l'équipe du Stade et on gagne le top 14. Ah, et en plus, c'était toi le capitaine de l'équipe de France, non Moins de 20, je l'ai été sur un match, après on va dire j'étais vice-capitaine. Ouais, sur un match, ouais. Ah ouais. Des gens qui ont peut-être été dans ta situation à un moment, tu vois. Ouais. Non, déjà, je dis, il faut. Des gens qui ont peut-être été qui nous regardent. Ou une chose que tu aurais aimé qu'on te dise pour débloquer des paliers plus rapidement. Est-ce que tu as un truc que tu aimerais transmettre à des élèves de lycée qui nous regardent? Des élèves qui voudraient faire du sport? Oui, voilà, qui se posent des questions sur bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je lâche les études, est-ce que, tu vois, des gens qui ont peut-être été dans ta situation à un moment, tu vois. Ouais, non, déjà, je dis, il ne faut pas lâcher les études parce que déjà, je pense que ça montre de la maturité de ne pas lâcher les études, de dire on va se consacrer à fond au rugby, c'est bien, mais si ça loupe, que tu n'as pas un bagage à côté, c'est pas bon. Je suis même sûr que c'est pas hyper bien vu, quoi, de lâcher les études. Je trouve que ça montre pas de la maturité. Et après, même en plus de ça, moi je sais que des fois, le rugby, quand ça va pas, quand ça n'allait pas, ou que tu n'es pas pris pour un match ou pour une sélection, ou que tu n'atteins pas un objectif, tu sais que tu peux te consacrer aux études, ça permet de passer à autre chose. Donc, je dirais non, les deux sont très importants. Après, si
si on y croit, qu'on a le truc et tout, il faut travailler, il faut pas lâcher. Il faut se donner les moyens de réussir, mais je pense que les études, en tout cas dans un premier temps, c'est très compatible parce que, ben, comme je te disais, ça permet des fois, ben, tu passes à autre chose au lieu de passer tout en rugby parce que sinon tu en deviens fou et si tu loupes, tu as tout perdu, quoi. Ok. Alors, donc pour vous informer, donc c'était à droite Paul qui fait partie de notre équipe et à gauche donc c'était Mathis Lebel qui est un des 4 sportifs de rugby que Paul connaît. Donc il nous donnait des conseils sur comment il vit de sa passion commune avec ses coéquipiers pour le rugby et comment il a traversé des moments de doute et de difficultés importantes, mais que le sport l'a aidé à surmonter. Donc, afin d'en arriver là où il est aujourd'hui, il a dû être capable de pouvoir prendre du recul et encaisser les coups durs. Et le conseil important qu'il nous donne, c'est qu'il faut croire en soi et aller au bout de ses objectifs. Donc, ça illustre ce qu'on dit depuis le début de la conférence, que le sport nous aide justement à nous former en tant qu'individus, nous aide à comprendre nos objectifs et à garder la motivation pour les réaliser. Donc, je vais laisser ma collègue continuer et prendre la parole. Oui, donc j'espère que tout ça vous a plu. On va maintenant garder un petit temps pour discuter avec vous, échanger avec vous, savoir un peu ce que vous pensez. Donc j'espère que voilà, vous avez pu comprendre au travers de cette conférence l'importance du sport dans la culture, mais aussi dans l'histoire. Enfin, je pense que peut-être l'exemple le plus marquant, c'était peut-être Hitler qui voulait prouver la supériorité de la race aryenne et qui au final, en organisant des JO à Berlin, se retrouve à avoir en première place une personne noire. Donc je pense que c'est un exemple assez probant de la place du sport dans la vie politique. Et du coup, j'ai une question déjà pour vous. Est-ce que avant cette conférence, vous pensiez que le sport faisait partie de la culture? Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Est-ce que ça a changé votre regard? Et voilà, donc si vous voulez participer, vous pouvez allumer votre micro. C'est le seul moment où vous pouvez. Oui, alors n'hésitez pas. Et si vous n'arrivez pas à activer vos micros, vous pouvez aussi poser des questions par écrit. Donc nous, on a une question à vous poser. Est-ce que, avant de suivre notre présentation, est-ce que vous aviez déjà une idée sur justement l'importance du sport et aussi, est-ce que vous connaissiez déjà l'UNESCO et ce que fait l'UNESCO? Et même de manière plus générale, peut-être juste pour engager la conversation sur le thème, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font du sport, qui aiment regarder ça? Et si oui, quel sport? Pourquoi? Je pense que partir de vos expériences, ça peut être aussi intéressant. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole aussi avec votre micro pour en discuter. Pour ma part, oui, oui, je fais du sport. D'accord. Et tu fais quoi comme sport? Je fais de la gymnastique aux agrès. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu aimes dans le sport? Est-ce que ça t'apporte des choses? Est-ce que tu as l'impression que ça construit ta culture? Déjà, une force de caractère. Parce qu'après, je fais du sport quand même. On ne peut pas qualifier ça de haut niveau, parce que j'ai plus le statut de sportif de haut niveau. Mais je fais quand même du sport beaucoup de fois par semaine. Donc, je dirais de la persévérance, le fait de jamais rien lâcher. Après, je pense que le lien entre le sport et les études, moi, je sais que là, étant en terminale, je sais que ça m'a permis de rien lâcher, de toujours me dire, faut continuer, tu peux y arriver. Ou même dans le travail, jamais je pourrais arrêter de faire un exercice, par exemple, parce que j'y arrive pas. Il faut que je trouve toujours la clé pour réussir, toujours persévérer, donc jamais baisser les bras devant un échec. Parce qu'il y a toujours
ouais, le moyen de s'en sortir. Et on peut toujours se faire aider. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Je pense que on est tout seul face à un objectif, mais on est une équipe derrière. Et il y a des entraîneurs qui sont là pour nous orienter, nous aider, nous lever, nous tirer vers le haut. Voilà. Merci en tout cas. Écoute, moi je trouve ça super intéressant ce que tu dis et je pense que c'est quelque chose qui se recoupe de toute manière pour beaucoup de sportifs. Par exemple, moi je fais de l'athlétisme et j'ai exactement le même discours que toi, donc c'est drôle. Quand je parle de mes révisions pour le bac, par exemple, parce que ça peut vous concerner vu que vous êtes au lycée, j'évoque souvent le fait que ce qui m'a permis de tenir justement, c'est le mental sportif. De jamais lâcher, quoi. Surtout en athlétisme, on finit toujours la course. Là, ça permet c'est vraiment un état d'esprit, je pense. Et je pense que c'est ce qui fait partie de la culture et ce qui a permis à tous les sportifs dont on a parlé, par exemple, pour reprendre Jesse Owens, c'est aussi une façon de forger sa détermination. Et sans cette détermination, qui est elle-même forgée par le sport, c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire des événements historiques. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres réactions, peut-être d'autres expériences à partager, d'autres visions. Si vous pensez totalement le contraire aussi, on est prêt à écouter, ça peut être très intéressant. Moi, je veux bien. On t'écoute, je m'appelle Lisa et je fais de la natation depuis 7 ans. J'étais aussi avec un haut niveau, je fais de la compétition. Ouais, ça m'avait intéressée quand on avait vu la nageuse qui faisait partie du camp des réfugiés, du groupe des réfugiés. Et par contre, pour le rapport avec l'école, non. Après, oui, ça c'est vraiment chacun son avis pour le coup. Ouais, j'ai pas eu le même rapport. Je peux très vite abandonner à l'école, mais pas en natation, par exemple. Voilà, c'est tout. Merci. Justement, on peut prendre... Désolée, j'ai pas le prénom dans le chat, mais on peut diffuser l'arrivée de Gabriel Andersen-Schiss au marathon de 84 qui montre justement cette détermination à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Je vais repartager l'écran. C'est une vidéo très courte qui est très impressionnante. Het is de Zwitserse Gabriella Andersen-Scheins die zo binnenkomt. En nu nog 400 meter moet lopen. Die stort echt in elkaar. Dat is een verschrikking toch eigenlijk. Maar ze wil finishen. Ontzettend om dit te zien. 2:45 is ze bezig. En het kan nog lang duren voordat ze binnen is. Ze zwalkt. Ik vind dit verschrikkelijk. Als er grenzen zijn in de sport, dan lijkt me dat ze hier zijn overschreden. ...100 meter voor de finish. Het publiek applaudisseert. Heeft waardering voor een sportvrouw die tot haar uiterste gaat. Kramp. Donc voilà, elle est prise de crampes, elle est déshydratée après sa course. Mais justement, son arrivée est beaucoup plus impressionnante que la personne qui a remporté la première place parce que
elle a fait face à ces difficultés. Enfin, son propre corps lui faisait un peu barrière à son propre objectif, mais elle a quand même réussi à passer la ligne d'arrivée. Ok. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en sport-études? Donc, c'est en lien avec notre conférence. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un parcours au lycée, également au collège, je crois, qui permet en fait d'allier le sport de haut niveau avec ses études en ayant des cours aménagés. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont dans ce parcours-là, ils peuvent parler de leur expérience et interagir pour tout simplement nous faire un peu connaître ce monde-là. Bon. Sana, je te laisse la suite. Peut-être quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, donc sans doute qu'il n'y a personne en sport études ici. Mais du coup, moi, je voulais vous poser une question un peu par rapport à l'actualité. Ah, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'allais dire. Alors, je travaille au sein du lycée Passy-Saint-Honoré. Et puis vous parlez du sport-études, mais il y a aussi la question, en fait, vous avez un autre aspect, c'est ce qu'on appelle les horaires aménagés, qui ont le mérite d'exister. Et dans certaines scolarités, comme c'est le cas par exemple de notre établissement, nous établissons donc des partenariats entre des clubs sportifs, par exemple, comme des clubs de rugby ou des écoles de danse, et qui permettent donc, par exemple, d'allier efficacement une scolarité avec son sport passion. Donc, par exemple, des horaires aménagés qui permettent de suivre des cours tous les matins, y compris le samedi matin, et toutes les après-midi sont libérés pour pouvoir suivre les entraînements et suivre les matchs. Alors, je ne crois pas que ça s'appelle sport-études à proprement parler, mais si vous voulez, ça peut être intéressant d'évoquer la possibilité, notamment pour les élèves de secondaire qui sont au lycée, de la possibilité d'avoir des heures qui sont adaptées à la pratique du sport. Oui, et ça d'ailleurs, ça existe dès le collège et ça va de pair avec les classes horaires aménagées musique. Enfin, moi, il y avait ça dans mon collège. Et donc, oui, c'est pas non plus sport-études, mais ça permet d'allier les deux et dès le collège. Très bien. Et je voulais aussi ajouter une chose, puisqu'il y avait une jeune fille qui évoquait tout à l'heure notamment la ténacité, dans la pratique, par exemple, d'un sport qu'elle exerce. Alors, je n'ai plus son prénom. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure, effectivement, à l'arrivée donc, de la compétitrice marathonienne. Et comme vous voyez, effectivement, son arrivée, ce qui est intéressant, ce qui a marqué les esprits, c'est qu'elle est loin d'être arrivée première. Et si vous voulez, ce qui a été marquant dans cet événement de 1984, qui était la première fois que le marathon était ouvert aux Jeux Olympiques pour les femmes, eh bien, puisque vous l'avez évoqué dans votre très beau diaporama tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a davantage retenu dans l'histoire cette image de cette marathonienne qui, certes, n'est pas arrivée première, mais et là, je m'appuie sur ce que disait la jeune fille de tout à l'heure, c'est même si effectivement on n'arrive pas premier, on se bat jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir pour atteindre son objectif. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que je pense qu'on pourrait faire un parallèle évident entre justement cette motivation personnelle que l'on peut avoir dans le sport, effectivement, qui est sa passion, donc on arrive à décupler de l'énergie quand on pratique effectivement donc, ce sport et on a envie de se dépasser et d'aller le plus loin possible. Mais s'il y a deux leçons à retenir, je pense, c'est non seulement indépendamment de la comparaison aux autres, c'est de se dépasser soi-même. Le premier dépassement à avoir, avant de dépasser les autres, c'est de se dépasser soi-même et de réussir à atteindre ses propres objectifs indépendamment de ceux des autres. Et donc, de la même façon, si je fais un parallèle par rapport à la scolarité des élèves, il peut être intéressant, indépendamment du fait de se positionner par rapport aux autres, déjà, est-ce que l'élève, dans cette autodiscipline et dans cette rigueur et dans cet accomplissement de soi, est-ce que déjà il arrive à se dépasser lui-même avant de dépasser les autres? Et donc, si vous voulez, de faire un parallèle entre être capable, au-delà du classement, de pouvoir effectivement se dépasser soi-même. Et donc, par exemple, un élève qui est capable de réussir à augmenter ses résultats sensiblement au cours des trimestres, il ne sera peut-être pas premier de sa classe, mais si on voit qu'il progresse de 30%, 50%, 60% par son début d'année, c'est là sa réussite, indépendamment de
Je vous redonne la parole. Oui, c'est ça, sûr, c'est toujours la progression qui est importante, que ce soit... parce que oui, ça peut être bien de se comparer aux autres, mais l'important, c'est de savoir oui, progresser soi-même et admirer sa progression. Donc, encore une fois, si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Si vous voulez lancer un autre sujet, peut-être. Moi, je pense que le regard des autres peut nous pousser vers le haut, mais il faut avant tout nous-mêmes, genre avoir la tête sur les épaules déjà, pour pas se fixer des objectifs trop hauts qui sont inatteignables, mais justement être conscient de notre niveau et de la progression qu'on peut effectuer au fur et à mesure du temps. Et ça, je pense que dans certaines disciplines sportives, et je pense par exemple en gym du moins, on ne nous dit pas souvent c'est bien ce que tu as fait ou tu peux continuer, tu peux repousser tes limites. On est seul face à nous, face à nous-mêmes, face à des gens, du public, mais on n'est pas... on est poussé vers le haut forcément parce qu'on doit repousser nos limites pour atteindre des objectifs, pour arriver sur le podium en compétition, pour faire les championnats de France, etc. Mais je pense qu'il faut d'abord savoir où sont ses limites. Après, le sport, c'est aussi... moi, je sais que dans mon cas, le sport, ça a été quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et je pense que je vois... après, c'est le passé aussi. Je pense que c'est selon ce qu'on a vécu dans notre propre sport qui nous fait vivre certaines choses et qui nous fait voir aujourd'hui ça comme... je ne sais pas comment dire, mais moi, je sais que, par exemple, le passé que j'ai eu en gym, c'est ce qui fait que je vois ce sport comme ça aujourd'hui. Voilà. Oui, merci en tout cas pour ce témoignage. Et c'est vrai que les objectifs, la vision des objectifs peut changer pour tous. Après, si on veut un grand objectif, ça peut être intéressant de se fixer des sortes d'objectifs paliers et de réussir déjà à atteindre ces paliers au fur et à mesure pour atteindre un grand objectif. Et ce n'est pas grave de ne pas atteindre le top du top tout de suite, d'où l'intérêt de se mettre des petits paliers intermédiaires et de déjà être content d'atteindre ces paliers. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je pense qu'on va s'arrêter là et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et merci pour vos réactions. Oui. Et voilà, peut-être un mot, Angélique, pour la fin. Oui, merci beaucoup. Donc, on espère que ça a été enrichissant pour vous, que ça vous a apporté de nouveaux points de vue, de nouvelles informations, tant au niveau sur le sport et la culture qu'au niveau aussi de ce que fait l'UNESCO et aussi ce que nous, en tant qu'association, on essaye de faire passer comme message. Et je tiens encore une fois à m'excuser des problèmes techniques. Malheureusement, on n'a pas pu faire face à eux comme on l'avait prévu. Donc voilà, merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Et encore une fois, merci beaucoup à Madame Amestoy pour ce projet et à Madame Gourdon aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas, la vidéo sera en rediffusion sur notre page Facebook qui s'appelle Antenne UNESCO SONU sur Facebook. N'hésitez pas à la faire tourner aussi auprès de vos collègues, de vos camarades. Et voilà, merci à vous. Je ne sais pas si Madame Amestoy veut dire un dernier mot. Je pense que vous avez activé votre micro. Oui. Oui, merci à vous. C'était très, très enrichissant. Donc, vous nous avez permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'espère que ça aura en tout cas motivé les élèves à faire du sport, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui en pratiquent, mais peut-être encore ouvrir de nouvelles perspectives et puis surtout faire comprendre que le sport a un impact avec la culture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément quand on pratique du sport.
Donc, un grand merci à vous. Merci d'avoir donné du temps pour préparer cette conférence. Voilà, vous êtes des étudiants, vous avez aussi beaucoup de travail. Donc, un grand merci. Et malgré les soucis techniques, écoutez, voilà, ça arrive. En ce moment, tout se passe en distanciel, donc ça ne simplifie pas non plus les choses. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous et bonne continuation. Et au revoir à tous les élèves aussi, et aux pilotes et aux professeurs. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.